Bien, donc nous allons maintenant continuer sur les aspects liés à la mise en page, donc tout ce qui est lié aux outils à utiliser, traitement de texte, mais également quelques recommandations pour être plus performant sur la forme et donc mettre en valeur le fond, puisque c'est ça qui est intéressant dans la forme. Alors, l'outil à utiliser, le traitement de texte, pas l'écriture manuelle, y compris pour les graphiques. Aujourd'hui, on a de quoi faire quand même des graphiques de façon très propre, des schémas de façon très propre, de façon informatique. Donc, privilégier tout ce qui est lié à l'utilisation de l'outil informatique. Alors, si vous n'êtes pas habitué, ça va relativement vite. Formez-vous. Regardez des webcasts, regardez des outils d'e-learning, regardez l'aide, suivez des exemples de façon à devenir plus performant dans l'utilisation de ces outils informatiques. C'est une bonne partie la clé de la productivité. Simplement le fait de taper 2 fois plus rapidement, et bien vous passerez 2 fois moins de temps à taper, et donc vous gagnerez du temps. Donc formez-vous, apprenez à taper également, c'est important, et utilisez les capacités au maximum. Vous verrez, on peut faire énormément de choses. On peut aller très très loin dans les mises en forme, dans les mises en page, dans les outils, avec les outils qui sont à disposition. N'hésitez pas non plus à incorporer des images, des photos. Ce sont des outils qui sont multimédia. De plus en plus, on peut également incorporer des vidéos dans des rapports, à condition qu'ils ne soient destinés à être que sous format électronique. Ça se voit de plus en plus, donc pensez à le faire. Alors, mise en page. Donc, quelques recommandations sur les titres. Première chose, avec les outils comme les traitements de texte, on utilise les styles, titre 1, titre 2, titre 3, etc. La modification de ces styles vous permet d'avoir un style personnalisé. Par exemple, de pouvoir ajouter une numérotation. La recommandation sur les numéros, c'est qu'ils soient logiques. Si vous êtes en chiffres, utilisez des chiffres tout le temps. Si vous êtes en lettres, utilisez des lettres tout le temps. Évitez de mixer les deux. Ça fait parfois un petit peu bizarre. Sur les rapports littéraires, on a souvent l'habitude de voir uniquement une lettre, ou un chiffre, qui soit romain ou qui soit arabe. Donc un grand I, 2 I, etc. Pour une sous-partie, juste un petit 1 et autres. J'aurais tendance à recommander de garder l'intégralité des numéros, c'est-à-dire si vous avez choisi de numéroter quelques numéros. Donc la première partie, ça sera 1. Alors, ensuite, vous mettez un petit point, puis vous êtes dans une sous-partie, par exemple la sous-partie 2, vous mettez un 2, puis la sous-partie 3, vous mettez la sous-sous-partie 3, 3. Donc ça fait 1.2.3. On sait pertinemment qu'on est dans le premier chapitre, de la deuxième sous-partie, du troisième sous-sous-partie. Et ainsi, on retrouve l'information beaucoup plus facilement quand on passe d'une partie à l'autre ou à travers les lignes hypertextes quand on navigue. Donc, essayez de faire ce genre de choses. Ça fait gagner du temps dans la recherche de l'information. C'est pas beaucoup plus lourd et de toute façon, ça se fait de façon complètement automatique quand on utilise les styles. Pensez à les personnaliser. Il y en a qui sont pas mal de base, mais pensez à les personnaliser. Alors, côté forme, qu'est-ce qu'on peut faire avec des titres? On peut faire à peu près ce qu'on veut, on peut mettre en gras, on peut souligner, on peut écrire en plus gros, on peut écrire en majuscule si on veut, on peut faire un petit espacement un petit peu plus important avant qu'après, ce qui permet de faire ressortir le titre. Encore une fois, l'objectif de toutes ces choses liées à la forme, c'est vraiment de faire gagner du temps. Donc si on peut facilement isoler le titre, qu'on puisse le lire facilement, et on retrouve plus facilement sa partie. Je vous recommande de toujours commencer pour des grandes parties en haut à droite. Quand on ouvre un magazine, quand on lit, c'est tout le temps la partie en haut à droite qui est la plus vue. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des publicités généralement sur les pages de droite, dans les magazines et les messages principaux en haut à droite. Donc pour vos titres, les gros titres, faites pareil. Toutes les premières parties, toutes les grosses parties, le titre qui commence en haut à droite. Et j'aurais même tendance à dire pour toutes les sous-parties importantes dans un document important, commencez également en haut à droite. Évitez les titres qui se retrouvent en bas de page sans rien, c'est ce qu'on appelle les titres orphelins. Évitez d'ailleurs tout ce qui est de type orphelin, ça fait pas très joli.
on ne sait plus trop où on en est, donc éviter un bout de paragraphe en haut de page avec 3 lignes, éviter de couper les énumérations, éviter de couper les tableaux, ne les rendez pas orphelins, préférez perdre un petit peu de place, rajouter 1 ou 2 pages de plus dans le rapport, mais de bien regrouper les informations. Encore une fois, c'est pas fait pour gagner la place, c'est pas fait pour embêter, c'est juste fait pour retrouver toutes les informations au même endroit dans un même bloc. De façon toujours un petit truc pour pouvoir retrouver les titres facilement, préférez pour prendre dans la taille des titres les titres de grosses parties écrits en gros et puis des sous-parties un peu plus petits, etc. De façon à ce que visuellement aussi on sache à quel endroit on en est et comment on navigue dans tous ces titres de façon mentale. C'est un petit truc, essayez, ça vous plaît pas, c'est pas grave, faites comme vous voulez. Mais en général, ça fonctionne. Tous les titres commencent par des majuscules. Vous pouvez mettre des ponctuations également dans vos titres, c'est pas interdit, donc ils doivent respecter les mêmes règles de ponctuation, mais vous ne mettez pas de ponctuation à la fin, sauf pour tout ce qui est exclamation. En anglais, faites attention, petite différence avec le français quand vous écrivez. Chaque mot hors article prend une majuscule dans les titres. Donc pensez-y, c'est un petit plus. Les Américains ne le font pas systématiquement, les Anglais si, mais bon, c'est pas plus mal de le faire. Dans tous les cas, soyez cohérents, ne faites pas des choses complètement différentes dans l'ensemble du rapport, et particulièrement si vous avez des rédacteurs multiples. Pour les annexes, même principe, essayez d'utiliser le même type de titre, essayez d'utiliser les mêmes styles de titres. Donc je le disais juste dans la diapositive précédente, essayez de commencer en haut à droite, sauter une page si c'est nécessaire. Petite recommandation que j'ai déjà fait quand j'ai parlé du contenu et de la structuration du contenu. Pour chaque partie, essayez de prendre 1/3 de page pour le titre et les 2 tiers restants pour le résumé qui est lié à la partie, ou pour une mini introduction. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est tout de suite de pouvoir faciliter l'accès à l'information au lecteur, de lui faire prédigérer la partie et qu'il puisse emmagasiner un maximum d'informations et du coup digérer plus facilement la partie qui sera derrière. Donc, autre recommandation, un sous-titre commence en haut, page de droite, comme pour les titres principaux. Ça facilite la lecture et ça facilite la recherche d'informations. Les paragraphes. Alors, comme pour les titres et comme pour les annexes et comme pour tout, utilisez des styles. Faites-vous vos propres styles. Style normal, mon style normal, mon super style normal, mon deuxième style que j'aime bien pour mettre ça en avant, etc. etc. Utilisez-les, c'est beaucoup plus facile. Ça permet des modifications automatiques dans les sommaires. Quand on est en mode plan, le mode plan c'est un mode défini dans les traitements de texte qui vous permettent de bouger des parties. Si vos parties sont bien indépendantes, si vous avez fait des bons liens hypertextes, si vous avez fait des bons renvois, des bonnes intros, des bonnes conclusions, vous pouvez changer les ordres très facilement de différentes parties à travers ce mode plan. Très très pratique. Et le mode plan supporte les cascades de styles. Vous pouvez donc décaler des styles et si vous avez défini une hiérarchie de styles, les styles s'adapteront automatiquement, ce qui permettra donc de recréer la mise en page de façon automatique. Alors, dans le style d'écriture après des paragraphes, en tant que tel, faites des phrases plutôt complètes. Vous pouvez utiliser quand même une rédaction moderne, il n'y a pas de souci, évitez juste le style télégraphique. Vous pouvez l'utiliser quand même, c'est pas une règle absolue. Le style télégraphique, il y a quand même un certain nombre d'intérêts quand on veut marquer une position spécifique, quand on veut utiliser un style spécifique, faire ressortir une information. Évitez les fautes d'orthographe et de grammaire, les outils sont là pour pouvoir vous corriger. Vos grands-parents ou parents sont là aussi pour pouvoir vous corriger. Ma grand-mère adorait relire mes rapports, même si elle ne comprenait rien parce que c'était soit trop technique, soit
trop marketing. En tout cas, ils sont pas ressortis avec une seule faute grâce à elle, et donc je la remercie pour cela. Évitez tout ce qui est excès d'adverbes, superlatifs, les mots de liaison inutiles. Je vous ai mis tout un tas de formulations dans la slide, comme nous venons de le montrer, toutes choses égales par ailleurs, etc., etc. Vous évitez. Préférez un style direct, sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. Pas de phrase à rallonge, pas de paragraphe de 5 à 10 lignes, sujet, verbe, complément. Personne ne lit tout, l'objectif étant de bien comprendre l'information, d'utiliser les mots de liaison, les adverbes, que quand ils sont vraiment nécessaires et qu'ils apportent quelque chose. Côté forme, bon, avec nos grands âges avançant, nous commençons tous à porter des lunettes, donc n'écrivez pas trop petit, une police de type 10 ou 12 en mode justifié pour que ça fasse propre, avec un alignage légèrement supérieur à 1 de 1,2 ou 1,5 permet une bonne lisibilité et une lecture rapide, facile. Ça permet un interlignage un peu plus important, permet également de prendre des notes ou de rajouter des commentaires. Pensez à mettre un interlignage un petit peu supérieur quand vous rendez des travaux de type scolaire, ce qui facilite la notation pour les enseignants. Ce que vous pouvez faire également dans la mise en forme des paragraphes, vous pouvez aligner, vous pouvez légèrement décaler les titres par rapport à la marge de gauche, et vous pouvez également décaler du coup les paragraphes qui vont avec. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça apporte en lecture et en lisibilité, à condition de ne pas avoir 50 niveaux, mais 3 à partir que vous avez 3 ou 4 niveaux, ça se fait bien. Pensez aux reliures. Aujourd'hui, dans les outils, vous êtes capable de dire si une impression va être recto ou verso, de spécifier une marge complémentaire pour la reliure, et donc elle sera mise en place automatiquement, et vous aurez une différence entre les pages paires et les pages impaires. Donc pensez à choisir cette option si vous avez à imprimer, qui évite bien, les dérapages dans le texte. Les paragraphes, vous pouvez les couper sans problème, hein. Les histoires de veuves et d'orphelins de tout à l'heure ne s'appliquent pas spécialement aux paragraphes. Évitez quand même de finir sur une page avec 3 ou 4 lignes en haut. C'est pas forcément très sympathique. Par contre, les paragraphes, ce qu'ils n'aiment pas, c'est être séparés de leur titre. Donc systématiquement, quand vous avez un titre et un paragraphe, pensez à les coller. Si vous utilisez les styles, ce sont des choses que vous spécifiez dans les styles en disant je ne veux ni veuve ni orphelin, et vous verrez automatiquement, vous sauterez le traitement de texte, vous fera sauter des espaces nécessaires pour ne pas dépasser. Alors les puces, là c'est utilisé pour les énumérations 1, 2, 3, 4, 5, les petites, ce qu'on appelle les petits bullet points en anglais, les petits ronds, les choses comme ça. Là aussi, je vous recommande d'utiliser votre propre style, hein, ça vous permet de les récupérer, ça vous permet d'avoir plusieurs énumérations différentes, et ça vous permet de les faire évoluer facilement, ça vous permet de les retrouver, et encore une fois, quand vous passez en mode plan, si vous avez à les décaler d'un certain nombre de repères, avec vos propres styles, ça vous aidera pour ne pas perdre la mise en page. Surtout pour les puces, hein, il y a souvent des choses qu'on voit qui sont assez terribles, c'est la non-homogénéité. Une fois elles sont rondes, une fois elles sont carrées, une fois elles finissent par des virgules, une fois elles finissent par des points, etc. etc. Donc, homogénéisation des puces, d'où l'utilisation du style. Pensez à les utiliser, hein, ça facilite la lecture. Il vaut mieux une énumération bien propre de 4-5 points, même s'ils tiennent sur 2 ou 3 lignes avec 4-5 idées bien séparées, que 4-5 paragraphes où il n'y a rien qui ressort. Ces puces permettent de faire ressortir des points particuliers, donc utilisez-les. C'est fait pour énumérer des idées, des chronologies, des listes d'actions, peu importe, utilisez-les. N'en abusez pas trop quand même, mais n'hésitez pas à l'utiliser. De même, ne pas les couper, c'est une série d'informations qui doivent être les unes avec les autres, donc à pas couper.
Évidemment, si vous faites une énumération où il y a 3 pages avec que des puces, là, il faudra les couper, mais j'aurais tendance à dire que c'est pas une bonne énumération et que du coup, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous pouvez également faire un léger retrait par rapport au paragraphe principal, et si vous avez décidé de tout mettre en retrait à chaque niveau de titre, pensez à le décaler également et à le lier au style précédent. Les tableaux, alors comme pour les puces, les tableaux apportent beaucoup en lisibilité. Ils vous permettent, plutôt qu'un long discours, de pouvoir décrire une situation qui a besoin de 2 dimensions de représentation, ou plus d'ailleurs. Comme pour les paragraphes, pensez à utiliser des styles. Le corps du texte doit normalement être à peu près le même que le corps du texte que vous avez dans vos paragraphes. Et puis, pensez à bien faire ressortir les titres, les lignes. Si ce sont des tableaux de chiffres qui sont un petit peu compliqués, que c'est long à lire, que vous êtes en mode paysage, surtout pensez, comme dans les rapports financiers, à griser une ligne sur 2. Ça aussi, c'est des choses qui se font complètement automatiquement, notamment à travers l'utilisation des styles que vous trouverez dans Office 2007 ou dans Word 2007 et version supérieure. Donc, pour les tableaux, comme pour le reste, homogénéité, pas 3 ou 4 tableaux avec des formes complètement différentes. Il faut qu'on retrouve le même type de tableau tout au long. Si vous avez beaucoup de tableaux, comme si vous avez beaucoup de figures, si vous avez beaucoup d'images, vous pouvez donner un numéro au tableau avec un titre parlant. J'insiste sur le titre parlant, j'en ai déjà parlé quand je parlais de la structuration du contenu et du contenu du rapport. C'est important pour pouvoir retrouver facilement le tableau et dans la table des matières, mais également de façon autonome. Un tableau, c'est comme le reste, ça s'introduit, ça se conclut, pas un titre avec un pauvre tableau, ça le fait pas. On met un titre, on met une petite explication sur le tableau, on met le tableau et on conclut le tableau. J'en profite ici pour rappeler qu'on ne met jamais 2 titres l'un à la suite de l'autre, puisque tout s'introduit, tout se conclut, il y a systématiquement un titre, 1 ou 2 petites lignes qui vont expliquer ce qu'on verra après, même s'il y a 3 ou 4 sous-parties qui enchaînent, ça ne mange pas de pain, ça permet d'introduire et ça apporte en lisibilité. Les illustrations, donc illustrations, ça peut être de tout type, ça peut être des photos, ça peut être des images, ça peut être des logos, peu importe. Mettez une petite légende, c'est intéressant pour pouvoir les retrouver, de même que les figures, les équations et autres. Utilisez aussi un style, puisque ça vous permettra de construire automatiquement la table des légendes. Côté forme, pour les illustrations, vous pouvez y mettre vraiment ce que vous voulez. Comme pour les tableaux, vous pouvez passer en mode paysage, vous pouvez changer l'orientation de votre page. En tout cas, préférez une bonne illustration à un long discours, préférez un schéma clair, préférez une photo à une description de 3 pages, c'est souvent beaucoup plus parlant. Donc, à utiliser, comme pour les puces, comme pour les tableaux, vous pouvez y aller, c'est facile. Ne faites pas que ça, il faut un petit peu de texte, mais il en faut tout de même. Alors, mise en page globale, quelques conseils. Utilisez une charte, créez-vous vos propres styles, enrichissez vos propres styles. Si vous travaillez pour une entreprise, utilisez la charte de votre entreprise. Tous les services de communication interne ont des chartes pour les rapports avec des modèles types à utiliser. Ils sont plus ou moins bien faits, mais en tout cas, utilisez la charte graphique. Préférez les modes d'orientation de type paysage, c'est-à-dire en format A4 vertical, ou en tout cas vertical, qu'au format horizontaux en mode paysage. Vous pouvez quand même utiliser des modes paysage si le sujet s'y prête vraiment, notamment tous les dossiers marketing ou autres. On a parfois besoin du mode paysage pour représenter des illustrations de façon plus complète. Côté en-tête et pied de page, j'en ai pas encore parlé ici, mais vous pouvez créer des en-têtes et des pieds de page différents suivant les sections dans lesquelles vous êtes. Ça sert à quoi? Dans l'en-tête, vous pouvez mettre sur la partie gauche de l'en-tête le nom de la partie dans laquelle vous êtes, et sur la partie droite de l'en-tête le nom de la sous-partie.
Ainsi, quand vous parcourez le rapport, très rapidement, vous pouvez savoir où vous en êtes. Facile de retrouver l'entête dans laquelle vous êtes. Pour le pied de page, pareil, hein, donc vous pouvez mettre un numéro et puis vous pouvez mettre des informations en fonction de la partie ou de la sous-partie dans laquelle vous êtes. Pensez au moins à mettre le numéro. Pour ça, dans les outils informatiques avec Word, on utilise les sauts de section. Donc à chaque nouvelle partie, vous définissez une section. Un saut de section peut être défini de façon automatique. Il peut être lié au style en disant, bah voilà, chaque fois que je change de style, je change de numéro de section et il ne vous reste plus qu'à définir ce que vous voulez mettre par section dans vos entêtes et dans vos pieds de page, sachant que vous pouvez avoir des choses qui sont communes pour toutes les entêtes et tous les pieds de page, bien évidemment. Les notes de bas de page, j'en ai parlé un petit peu dans les parties précédentes. N'hésitez pas à les utiliser. Elles sont là pour citer une source, expliquer une abréviation. Quand vous avez beaucoup de sources, plutôt que de les mettre entre parenthèses, faites un petit renvoi. Quand vous avez 4, 5, 6, 7 sources, faites un petit renvoi. N'en abusez pas non plus. On voit souvent dans les rapports, et les gens comme Gartner sont spécialistes pour ça, 3/4 de notes de bas de page pour 1/4 de texte. C'est absolument ridicule. Dans ce cas-là, mieux vaut ne pas les utiliser. Il faut que ça reste raisonnable. J'ai tendance à dire moins de 10% de la taille totale du document. Après, ça vaut le coup de les réincorporer dans le texte et dans le contenu du texte. Le côté mise en page, l'utilisation du gras, l'italique souligné, barré, en pointillé et autres types de mise en page. Alors le gras, vous pouvez l'utiliser dans les titres et vous pouvez surtout l'utiliser pour mettre en évidence des points majeurs dans le texte. Ça permet de faire ressortir tout de suite. L'œil s'y dirige. Vous pouvez également les utiliser dans les conclusions des introductions. Donc intéressant d'utiliser du gras. Idem, hein, pas la totalité en gras, ça sert plus à rien, mais vraiment des passages importants, quelque chose sur lequel vous voulez vraiment que le lecteur soit attiré, que son œil soit attiré et qu'il vienne lire. L'italique est très intéressant parce qu'on peut l'utiliser, il ne gêne pas du tout la lecture, l'œil n'est pas attiré, c'est uniquement quand on passe dessus qu'on se rend compte qu'il y a de l'italique, donc on peut l'utiliser pour les termes du glossaire par exemple. Hein, donc vous pouvez vous construire un style italique pour tous les termes du glossaire et construire votre glossaire comme ça, automatiquement tous les mots dans le rapport apparaîtront en italique. Vous pouvez l'utiliser également pour des citations, vous pouvez l'utiliser pour des anglicismes, vous pouvez l'utiliser dès que le lecteur doit se poser une question en disant tiens, c'est un truc un peu bizarre, il faut que j'y fasse attention. Souligner, alors vous pouvez l'utiliser dans les titres, aucun problème. Depuis l'arrivée d'Internet, on peut l'utiliser pour expliquer un lien sur une partie, sur une nouvelle partie dans le document grâce au lien hypertexte. Donc n'hésitez pas, pour tout ce qui est lien sur une autre partie, utilisez le souligner. Évitez sinon, c'est un peu plus gênant à lire, ça gêne beaucoup plus que le gras. Mieux vaut préférer le gras pour mettre quelque chose en avant que le souligner qui aujourd'hui est vraiment plus dans l'esprit lien hypertexte, donc lien vers quelque chose d'autre. La couleur, est-ce qu'on peut utiliser la couleur? Oui, on peut utiliser de la couleur. C'est quand même à éviter en général, c'est-à-dire qu'on ne va pas écrire un texte en rouge, en vert ou en violet, le texte reste en noir, préférez le noir. Vous pouvez par contre dans des rapports utiliser de la couleur pour les graphiques, les illustrations, les photos, ou sinon dans des rapports artistiques ou marketing, ne pas hésiter à utiliser les couleurs. On en parlait juste avant, pour tout ce qui est lien hypertexte, utiliser le bleu. Hein, on est habitué à voir cette couleur-là dans les pages web, donc utilisez-le, tout de suite bleu souligné, pouf, on sait qu'il y a un lien sur une autre partie, même imprimé. Hein, même imprimé, on a ça dans la tête, on a bien ça dans la tête, et du coup, vous pouvez le mettre dans des conclusions, des introductions, dès que vous avez des liaisons à faire entre les différentes parties. Liaisons que vous pouvez faire dans Word directement, de façon automatique, et suivant le style, vous pourrez changer la couleur, mais je vous recommande quand même d'utiliser le bleu. Le vert, pas beaucoup d'intérêt, c'est une couleur assez pâle, donc on l'utilise rarement dans le texte. Le jaune s'imprime mal, vieillit mal aussi, donc on évite d'utiliser du jaune. Et le rouge, c'est une couleur qu'on peut utiliser, mais alors attention, avec beaucoup de parcimonie. Hein. On ne l'utilise que pour mettre en garde
que pour un danger, un warning. Donc dans une notice, évidemment, on peut l'utiliser. Surtout, vraiment, éviter le rouge dans les conclusions, dans les introductions, dans les résumés. Ça stresse le lecteur quand il voit ça. Et en général, le lecteur n'aime pas être stressé. Si vous voulez qu'il lise un maximum et qu'il trouve l'information plus rapidement, il vaut mieux le détendre. Donc, quand vous avez des énumérations ou vous avez des warnings, vous pouvez aussi avoir des points positifs. Donc, il y a des choses que vous pouvez mettre en vert. Et c'est le cas, on utilise souvent le vert en association avec le rouge et pour le coup le jaune ou le orange pour des nuances intermédiaires. Pour des graphiques, toutes les couleurs sont permis. Utilisez-les. Là, par contre, elles facilitent vraiment la lecture et la compréhension. Évitez les graphiques austères en noir et blanc où on a du mal à trouver l'information. Quand vous utilisez la couleur, pensez quand même à utiliser des petites nuances dans les couleurs de type hachure, de type petit symbole. Beaucoup de personnes sont daltoniennes, beaucoup de personnes ne distinguent pas bien les couleurs et donc pour leur faciliter la lecture à eux, pensez à rajouter des choses qui, quand elles seront imprimées, permettront de différencier les couleurs entre du vert, du jaune et du rouge. C'est toujours plus facile. Règles de ponctuation. Alors il y a pas mal de règles de ponctuation en français et en anglais qu'il faut respecter. Alors au-delà des règles de ponctuation que vous pourrez trouver dans le Bled ou ailleurs, là je vais parler vraiment de la partie forme. C'est-à-dire le nombre d'espaces avant, après une ponctuation, parce qu'on voit énormément de fautes, ça finit par être gênant. Si vous avez un doute, vous ouvrez n'importe quel bouquin de littérature, vous verrez, les virgules sont tout le temps pareilles, les points sont tout le temps pareils, etc. Alors, on va commencer à expliquer ces règles-là. Alors, petite chose, si vous regardez mes diapositives, vous verrez qu'elles ne respectent pas les règles de ponctuation du Bled, dans le sens où les phrases ne finissent pas par des points, etc., etc. Mais pour une présentation, c'est différent d'un rapport écrit. Donc, le rapport écrit, on utilise des ponctuations, c'est de l'écrit, on est vraiment sur l'utilisation correcte, respect, Bled, grammaire, etc. Sur une présentation orale de ce type-là, là, on a moins besoin des ponctuations qui viendraient alourdir le texte. Donc, revenons-en à nos règles de ponctuation. Donc, les ponctuations simples sont toutes celles qui sont formées par un seul trait de crayon quand on doit les dessiner. Donc c'est la virgule, c'est le point. Donc là c'est facile, la règle est simple. Elle suit directement le texte et il y a un espace après. Donc la virgule est collée, par exemple dans le mot texte ici, suit le texte, il y a une virgule, la virgule est collée. Il y a un espace après. Dans l'exemple suivant, une phrase, point, un espace après. Une autre, point, un espace après. Alors, une phrase avec des petits points, là, il y a une petite règle et une petite subtilité, c'est que quand il y a deux ponctuations, c'est la ponctuation d'après qui a raison sur la ponctuation d'avant. Donc, si je mets 3 points, la première ponctuation est collée, normalement, il y a un espace après, mais comme on rajoute un point et que le point a raison, lui, il se colle, et on rajoute l'espace après. Vient le troisième point, qui a, lui, raison parce que c'est le dernier à avoir la parole, et donc il vient se coller à la ponctuation précédente et on met un espace après. Ainsi, les 3 petits points sont 3 petits points collés l'un à l'autre, collés au dernier mot, comme par exemple le mot phrase ici, avec un espace après. Donc ça, c'est la règle pour les ponctuations simples. Facile, c'est simple. Ponctuation double. Là, qu'est-ce que c'est qu'une ponctuation double? C'est une ponctuation avec laquelle on a besoin de lever le crayon pour pouvoir la réaliser. 2 points, point d'exclamation, point d'interrogation, guillemets. Donc là, c'est pas compliqué. Comme on a 2 fois plus d'efforts à faire, et ben on va mettre un espace avant, un espace après, parce qu'il ne faut pas se fatiguer quand même. C'est un bon moyen mnémotechnique de retenir ça. Donc, si je prends les exemples qui sont ici, une phrase, une autre phrase, espace, point d'interrogation, espace. Une autre phrase, espace, point d'exclamation, espace. Alors, petite subtilité dans ces points, dans ces ponctuations doubles. La ponctuation ne pouvant pas se retrouver seule à la ligne, l'espace qui se trouve entre le mot et la ponctuation doit être un espace insécable, un espace qu'on ne peut pas séparer. Donc, dans les traitements de texte modernes, comme Word, depuis très très longtemps, quand vous tapez ce type de ponctuation, il vous corrige l'espace que vous avez mis avant
comme étant un espace insécable. Et quand vous tapez votre texte, vous vous apercevrez que systématiquement, il vient mettre le mot en premier et la ponctuation après, si vous arrivez en bout de phrase. Donc la ponctuation n'est jamais orpheline. Alors, règles sur les parenthèses, crochets et autres. Donc eux, on va les coller. Donc si vous ne savez plus comment ça marche, vous prenez votre tête et vous dites ma main gauche c'est une ponctuation ouvrante et ma main droite c'est une ponctuation fermante. Et elles sont donc collées à ma tête. Donc elles vont être collées au texte qui va être à l'intérieur. Et par contre, il va y avoir un espace de chaque côté. Donc dans notre exemple, une explication, virgule, espace, j'ouvre une parenthèse, un écart, fermez la parenthèse, et un espace. Donc tout ce qui est accolade, tout ce qui est crochet, tout ce qui est parenthèse, c'est la même règle. Alors attention, petite nuance là pendant qu'on y est sur ces histoires de ponctuation. En anglais, toutes les ponctuations sont considérées comme des ponctuations simples. Donc les points d'interrogation, les points d'exclamation doivent être collés et les guillemets s'utilisent comme les parenthèses et les crochets en anglais. Pour une fois, c'est beaucoup plus simple que dans notre langue. Ensuite, autre type de ponctuation, les signes mathématiques. Donc là, ce sont des espaces insécables à utiliser systématiquement et on met un espace avant et un espace après. Ce que je recommande en cas de besoin sur les ponctuations, c'est plutôt d'utiliser l'éditeur d'équations que vous pouvez trouver dans Word. Celui de Word 2007 est très très complet et vous permet vraiment d'écrire des équations de façon splendide. Si vous avez juste une addition à faire, 1 plus 1 égale 2, pas forcément la peine. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, pas forcément la peine, mais ça vaut quand même le coup d'utiliser l'éditeur d'équations. Petit rappel sur les guillemets, les seuls guillemets autorisés normalement en français sont les chevrons, donc les guillemets qui s'ouvrent comme ceci. Vous avez l'exemple sur la diapositive, et en anglais ça s'appelle des quotes. Vous pouvez en utiliser de deux types différents. Le premier qui sont droits et les deuxièmes qui sont les virgules inversées de chaque côté. Chaque langue possède des guillemets différentes, il faut utiliser les bons guillemets. Règle de base, comme d'habitude, quand vous ne savez pas, au moins soyez cohérent dans votre erreur tout au long. Il n'y a rien de plus énervant que de voir une parenthèse décoller, coller, décoller, décoller. Alors ça énerve le lecteur. Au pire, quand c'est tout le temps pareil, on finit par s'y habituer. Donc ça, ce sont les règles de ponctuation. Elles sont relativement simples. Et essayez de les respecter. Enfin, c'est pas essayer, c'est respectez-les. C'est facile, faites-le. Donc en résumé, sur tout ce qui est mis en page, il y a des règles quand même, hein. On a quand même vu quelques-unes. Certaines sont absolues, d'autres sont beaucoup plus relatives. Comme toujours dans cet exposé, vous pouvez adapter, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez, respectez juste les règles de ponctuation. Quand vous ne savez pas, soyez clair, soyez cohérent, faites la même chose jusqu'au bout. On vous en voudra beaucoup moins que de faire des choses qui sont très très différentes. Donc ça c'est très très important, surtout si vous avez des rédacteurs multiples. Et puis enfin, utilisez les styles, enrichissez vos propres styles, faites-vous vos propres feuilles de style, capitalisez dessus, n'hésitez pas à les modifier au fur et à mesure de vos projets, vos rapports n'en seront que meilleurs. Petite chose également, pendant que je suis dans l'utilisation des styles, vous pouvez passer un style a posteriori à partir du moment où la personne qui utilise vos outils utilise le même type de style. En gros, vous pouvez réappliquer une feuille de style sur un texte déjà existant. Voilà qui termine cette partie sur la mise en page. Alors, conclusion un peu générale de cette présentation, de ce cours sur la rédaction d'un rapport, comment bien écrire un rapport. Donc, c'est un gros boulot, hein, c'est pas à négliger, ça demande du temps. Qui dit demande du temps, demande de l'investissement. Il faut une bonne méthodologie. Alors faites-vous votre propre méthodologie, suivez des méthodologies existantes, peu importe. Mais en tout cas, essayez de respecter un maximum les règles que je vous ai données, les conseils que je vous ai donnés, pour être plus efficace, gagner du temps, éviter les échecs et surtout apporter en crédibilité et aider le lecteur à trouver la bonne information. Et donc soyez bon courage pour la rédaction de vos rapports. D'autres présentations de ce type-là viendront notamment sur comment on fait une bonne présentation orale,
Ce que je viens de faire ici, c'est un cours, c'est pas tout à fait une présentation orale, il y a des différences. Donc n'hésitez pas à venir suivre un autre webcast. Viendront également quelques démonstrations des outils pour être plus performants. Voilà, à très bientôt sur nos webcasts.